cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Chopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Bienvenue à tous et merci de nous regarder, merci de nous faire confiance. Regardez cette émission, votre magazine, avec Floride. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous dans cette émission le professeur ordinaire à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, le professeur Prince Octave Lutumba, ou Lutumba, c'est ça. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il a également été chef de département de droit privé et judiciaire à l'université de Kinshasa. Il est notre invité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a quand même secoué les médias il y a quelques semaines, avec cette question principale. Le pasteur Pierre Casse, de l'église primitive, a-t-il véritablement épousé une mineure? Ce sera la question principale. L'autre question, c'est celle de savoir, la fille Méda a-t-elle été forcée à épouser le pasteur Pierre Casse? Élément de réponse dans cette émission avec notre invité, son avocat. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à quelques-unes de nos questions. Merci. Voilà, c'est une question, c'est un dossier qui a secoué quand même les médias. Et on dit d'ailleurs que ça portait atteinte aux mœurs. Vous, vous êtes avocat, vous êtes un homme de droit. Et très récemment, vous avez défendu ce dossier, c'était lundi, au tribunal de paix. Tout à fait. Voilà. Première question, maître, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier? Voulez-vous quand même situer les personnes qui nous suivent en ce moment pour pouvoir comprendre d'abord cette affaire? Merci, Floride, pour la question. Il est vrai que ça a défrayé la chronique Oui. dans la presse. Et cette actualité semble conférer à cette affaire judiciaire une connotation tout à fait exceptionnelle dans l'opinion. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent faire du sensationnel, un peu de buzz, pour s'attirer la curiosité de la population. En effet, le pasteur Pierre Kassambakana n'est pas seul dans cette cause. Il est poursuivi avec 2 autres co-prévenus, motif pris du fait que ce dernier se serait marié à une fille mineure et que partant, il serait auteur ou co-auteur d'un mariage forcé. Voilà l'essentiel de ce dossier. Et il s'est fait, heureusement pour nous, qu'il y a des éléments dans les dossiers qui attestent avec preuve à l'appui que la fille est majeure. Ça, on va en parler. Mais j'aimerais bien vous poser la question, maître. Comment est-ce que l'ISADEL est intervenue dans cette affaire? Oui, la question aurait bien été posée à l'ISADEL lui-même pour qu'il vous dise qu'est-ce qu'il est venu chercher dans ce procès, mais
l'ISADEL se présentait comme étant partie civile. Alors, une partie civile doit exciper de l'intérêt et démontrer le préjudice que cette dernière a subi. Et donc, jusqu'à ce que l'affaire a été plaidée et prise en délibéré, l'ISADEL était loin de nous démontrer qu'est-ce qu'il serait venu faire, parce qu'on l'a entendu, l'ISADEL, venir requérir, comme si c'était lui, l'officier du ministère public. Et il a fini son plaidoyer sans arriver à démontrer le préjudice qu'il avait subi, parce qu'il a dit venir pour son propre compte, parce que la fille n'en a pas voulu. Elle ne se dit pas victime d'un mariage forcé. Et donc, l'ISADEL a déclaré être venu pour son propre compte, mais ne nous a pas démontré le préjudice dont il est venu chercher réparation. Donc, si je comprends bien, la fille n'a jamais contacté l'ISADEL pour se plaindre. Jamais du tout. N'a jamais contacté l'ISADEL. Et donc, l'ISADEL, c'est un récupérateur des situations d'autrui, et il vient devant le juge sans prouver d'abord de sa qualité d'existence juridique, et au-delà de ça, sans apporter la preuve du préjudice qu'il aurait subi. Voilà. Alors, mais la question principale reste, maître, est-ce que la fille est-elle réellement mineure? Parce qu'il y a un document scolaire qui a circulé sur les médias sociaux très récemment, qui a prouvé que la fille Meda était mineure. Voilà. Pour répondre directement à votre question, la fille n'est pas mineure. Elle n'est pas mineure. La fille est majeure. Quels sont les éléments de preuve pour ceux qui nous suivent, qui attestent effectivement la véracité de vos propos? Là-dessus, je souhaite vous présenter un document. C'est un rapport d'expertise sur demande du parquet lui-même. Et l'expert a démontré, noir sur blanc, que la fille est majeure. L'expert, c'est ça l'expertise médicale. L'expert dont vous parlez, c'est qui? Non, le parquet aurait fait une réquisition, adressé une réquisition à un médecin. Oui. Pour que ce dernier consulte la personne et arrive à établir l'âge exact de la fille. C'est un rapport d'expertise médicale qui joue au dossier du tribunal. Alors, montrez-les-nous, parce que nous sommes devant la télévision. Oui. Ceux qui nous suivent doivent vraiment porter foi aux documents que vous présentez. Vous pouvez porter votre caméra sur cette expertise et vous allez voir qu'il est identifié, la fille, comme étant née le 29 septembre 2005. Le 29 septembre 2005. Voilà. Si elle est née le 29 septembre 2005, elle a quel âge? Ça signifie que au 30 décembre 2023, elle avait 18 ans, même plus. Donc, elle n'est pas du tout mineure. C'est un faux bruit qui a été répandu parce qu'on a voulu lui attribuer la minorité compte tenu de sa taille. Et donc, c'est avec un regard physique que les détracteurs sont arrivés à imaginer un âge pour cette fille. Donc, c'est sa taille, la corpulence physique qui a trompé. Oui, tout est parti de là, de cette apparence trompeuse-là. Mais dans la réalité, elle est majeure. Elle est majeure. Mais le document qui a circulé sur les réseaux sociaux, il vient d'où? Parce qu'on dit que c'est un document scolaire. Non. Écoutez, lorsqu'on est sur cette question-là des violences sexuelles, il faut partir de ce que dit la loi. Et pour ne pas laisser des zones d'ombre, j'ai avec moi la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Oui. Parce que c'est là que nous sommes. Alors,
Quand vous lisez cette loi, La loi dit quoi? la loi a son article 167. 167. Elle dit ceci: tout attentat lapidaire commis sans violence, ruse ou menace sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant âgé de moins de 18 ans sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans. Point. L'âge de l'enfant pourra être déterminé par examen médical, L'âge, il est déterminé par l'examen médical. à défaut d'état civil. Donc c'est le document que vous avez montré qui prouve que elle a effectivement 18 ans. C'est ça que dit la loi. La loi n'a pas dit que référez-vous au bulletin scolaire. Et lorsqu'on a examiné ces bulletins scolaires, chaque bulletin obtenu dans les conditions qu'on ignore jusque-là, Et contradictoire. contradictoire, chaque bulletin a une date. Différente. Jusqu'à situer cette fille qu'elle serait née en l'an 200 ou en l'an 06. Et donc, de quel bulletin allons-nous considérer pour compter les 14 ans que le parquet semble donner à la fille? Donc le tribunal ne devrait pas se fier à ce document parce que, à votre avis, il est contradictoire. Mais il y a un doute terrible qui persiste. Et chaque juriste le sait, les doutes profitent toujours à l'accusé. Au-delà du fait que la loi a déterminé les modes de preuve en cette matière. À défaut d'acte de l'état civil, c'est l'examen médical. Or, le rapport médical versé au dossier indique bel et bien que cette personne est majeure, qu'elle est âgée de plus de 18 ans aujourd'hui. Et ces documents-là que vous venez de montrer, il est certifié? Mais c'est le parquet, ce n'est pas mon acte. C'est le parquet qui fait réquisition, mais un médecin. Et le médecin a examiné la fille et est arrivé à ces conclusions-là. Alors ça veut dire qu'à l'heure actuelle, l'hypothèse sur la minorité de la fille est écartée. Elle est écartée d'office. Je vous en ai donné les preuves. Alors pourquoi on a parlé à un moment aussi de viol, à votre avis? Je vous ai dit que tout a été spéculation, n'est-ce pas? Donc, c'est un procès qui a eu lieu sur base des données virales ramassées dans les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'on a parlé d'un viol. Mais le même rapport médical indique que la fille n'a jamais connu d'homme, quoi. Oh, Depuis son enfance. vous avez également aussi, on a également fait un examen Oui, pour savoir si elle est vierge ou pas. absolument. Les résultats disent quoi? Elle est vierge. Mais pourquoi le pasteur Kassé est détenu? C'est pour ça que nous sommes allés au tribunal, pour démontrer qu'il n'y a aucune raison qui justifie que ce serviteur de Dieu soit embrigadé comme il l'est. Parce qu'il n'y a aucune raison de droit qui explique cela. Mais à cette question par rapport à l'âge, quel a été l'argumentaire de l'Isadel? Non, mais Ou les preuves que l'Isadel a apportées pour mais- attester l'effectivité de l'âge, vous savez que, la véracité de l'âge? au-delà de cette expertise médicale, Oui. il y a toujours dans ce même dossier cette attestation de naissance. Cette attestation de naissance Oui. que nous avons trouvée au dossier, établie dans le territoire d'Inga le 4 octobre 2022, cette attestation Oui. nous dit que la nommée Mabiala Maolo Meda est née à Kinza Umvwete le 29e jour du mois de septembre 2005. Donc si Cette on, pièce se est réfère, dans si, les on, dossiers. si on se réfère également à cette attestation de naissance, Oui. elle rejoint le document qui a été prouvé. Elle rejoint Même date. l'expertise médicale. Même date. Pas de contradiction. Pas de contradiction. Le parquet lui-même a identifié la fille par 2 fois. Première fois devant l'inspecteur judiciaire,
deuxième fois devant le magistrat instructeur. Et si je vous montre les procès-verbaux établis par l'officier du ministère public, il est bel et bien établi que Madame Meda, qui a comparé devant lui sans être assistée, est née le 29 septembre 2005. C'est le procès-verbaux du parquet. Le procès-verbaux, est-ce qu'on peut en avoir la lecture rapide là, par rapport à ceux qui nous suivent? Ça existe, mon cher ami. Non, mais parce que ceux qui nous suivent doivent être vraiment convaincus que vous donnez des documents Donc, vrais. c'est vrai. Oui. C'est vrai, attendez, je retrouve la pièce. C'est vrai. Parce que je me suis amené avec en connaissance de cause. Hein. Oui. Je savais que vous allez me poser des questions là-dessus. Et je retrouve la pièce avec moi. Vous avez par exemple Mabia Nzouzi Daniel qui a comparé, mais nous avons spécialement Maman Mouaka Rachel. Et donc, voilà. Oui. Le PV qui a entendu Mademoiselle Mabiala Maolo Meda, où il est reconnu qu'elle a 18 ans. En fait, elle est née le 29 septembre. Oui, oui, je vais retrouver. Je vais retrouver ma pièce. Mais si vous ne le Donc, retrouvez pas, on peut d'abord évoluer. On va le chercher, on va le retrouver. D'accord. Et voilà. Voilà, c'est cela. Oui. Le PV là. Il est là. Oui. Il a été auditionné devant l'OPJ Thierry Moquet Oui. de la brigade de Meurs. Oui. Le PV dit comparer Madame Mabiala Maolo Meda, née à Kinza Onvouete le 29 septembre 2005. 2005. C'est qui lui accorde la majorité. C'est qui lui accorde la majorité. Donc, elle est aujourd'hui en train d'atteindre ses 19 ans. Donc, si c'est le cas, elle est en âge de pouvoir se marier Elle est- au regard de la loi. Je vous ai donné les pièces incontestables. Nous ne sommes pas dans la spéculation. Je vous ai donné des pièces incontestables et les pièces que le parquet lui-même a versées au dossier. Alors, si je comprends bien, les documents scolaires qui ont fait les tours des réseaux sociaux ont été fomentés à dessein. Mais parce que personne n'a été là lorsque ces bulletins ont été ramassés, je ne sais où et de quelle manière, n'est-ce pas? Les bulletins n'ont pas été établis par le père de la fille, encore moins par le pasteur. Les bulletins sont tombés comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Mais malheureusement, pour ceux qui ont cru pouvoir justifier leur poursuite, les bulletins sont venus ajouter un flou artistique sur l'âge de la personne. Un flou artistique. Oui. Alors, on va continuer. Mais parmi les griefs portés au pasteur Pierre Casse de l'église primitive, Oui. vous avez parlé le viol. Mais on parle aussi de mariage forcé. Mariage Oui. forcé. Voilà. Oui. C'est-à-dire que du moment qu'il est établi que la personne n'est pas mineure, il n'y a pas lieu de parler du mariage forcé. Parce qu'il dit mariage forcé sous-entend que la personne mineure qui n'a pas le consentement a été forcée à se marier. Donc le consentement vient aussi avec l'âge. Oui, le consentement vient avec l'âge. Donc à partir déjà de la majorité, on ne Oui. peut pas parler de mariage forcé. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est aussi une hypothèse qui est carrément écartée. Je vous ai dit que dès que la personne est majeure et qu'elle a consenti, l'hypothèse de mariage forcé disparaît de soi. Mais j'aimerais quand même poser la question, maître. Oui. Pourquoi aussi on a parlé du mariage?
comment la loi congolaise définit le mariage? Voilà. Quand est-ce qu'il y a mariage? Voilà. Dans les cas d'espèce, il n'y a jamais eu mariage. Il n'y a pas mariage lorsque l'individu pense dans sa tête qu'il y a mariage. Parce que les conditions pour qu'il y ait un mariage valable sont définies par la loi, par le code de la famille. Le code de la famille dit quoi? Il faut, première condition, le consentement de deux personnes qui consentent à se marier. Et deuxième condition, c'est le paiement de la dot. La dot doit être payée à la famille de la femme. Et troisième condition, c'est la célébration de ce mariage devant l'officier de l'état civil. Et dans l'espèce, aucune de ces trois conditions n'a été accomplie. Oh, mais le pasteur Kass n'a pas encore payé la dot. Il n'a pas payé la dot. Le pasteur Kass a dit qu'il était vraiment sur sa route, que la fille lui a été présentée à l'église. J'apprends qu'il était en mission. Il était en mission d'évangélisation. Et donc la fille lui a été présentée. Il n'a même pas eu 30 minutes à consacrer à cette fille. Il n'en a pas eu. Et donc, il n'a jamais été en famille pour parler de la dot. Et toujours dans les dossiers, même le chef de famille de la fille a été entendu au parquet. Et il a dit qu'ils n'ont pas reçu la dot. Et donc, il n'y a pas eu remise de la dot. Pour que nous puissions peut-être imaginer qu'il y a eu un mariage coutumier. Ce mariage n'a pas eu lieu, même pas en famille. Et la cérémonie... La cérémonie qu'on a vue sur les... Mais tout ce qui se fait à l'église n'a rien à voir avec le droit. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec le droit. On parle d'une cérémonie solennelle. Il n'y a aucune solennité. Parce que la solennité implique la présence de l'autorité établie à cet effet. Par exemple, l'officier de l'état civil pour célébrer ce mariage. Dans le cas d'espèce, ça n'a pas eu lieu. C'est une cérémonie de l'église qu'on a appelée ou pas, qui consiste à présenter la fiancée à son fiancé. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Rien à voir avec le mariage. Alors le qualificatif de mot forcé, comment ça intervient dans cette affaire? Mais c'est ce que je vous dis. Pour parler du mariage forcé, oui, il faut d'abord établir qu'il y a eu mariage. Oui. Et puis rechercher dans ce mariage si un des acteurs a vu son consentement être extorqué. Oui. C'est alors qu'on peut dire qu'il a été forcé à se marier. Mais dans l'espèce, le mariage d'abord n'a pas eu lieu, conformément à la loi. Et ensuite, la personne qui devait consentir a consenti parce que majeur. Et donc, l'idée d'un mariage forcé disparaît. Cette prévention disparaît dès lors que la personne, à tort considérée comme étant mineure, est majeure et que ça a été démontré par le parquet lui-même qui nous a facilité la tâche. Tous les éléments que je vous donne ici sont venus du parquet. Et le parquet nous a laissé pas mal de brèches, nous a démontré que c'est un mariage putatif. C'est-à-dire? Imaginaire, faux. Parce qu'aucun élément, aucune condition établie par la loi n'a été accomplie. Donc ce mariage n'a existé que dans l'imaginaire de ceux qui ont cru qu'il y a eu mariage. C'est putatif. Ben alors, il y a aussi le grief ou l'accusation sur l'harcèlement sexuel. Mais là encore, rien n'a été démontré. Parce que le rapport médical que je vous ai présenté ici Oui. indique que la personne n'a jamais connu un homme. Donc dans ce cas-là Si aussi, vous- on ne sait, du fait qu'elle n'ait jamais Attendez, connu. je vais vous lire les Oui. rapports d'expertise médicale. Allez-y. À l'examen gynécologique, on note la présence de l'hymen sans signe visible
d'un traumatisme récent, ce qui corrobore avec sa virginité. L'hymen est présent et par conséquent, elle est vierge. C'est le rapport du docteur réquisitionné par le parquet. Réquisitionné par le parquet. Et qui a examiné la fille. Et personne n'a contesté ce rapport jusqu'au moment où l'affaire est prise en délibéré. Même pas le parquet lui-même qui poursuit. Donc, mais de quoi parle-t-on alors? On n'a pas menti sur l'âge, il ne s'est rien passé. C'est du bruit, tout ce qui s'est passé, c'est du bruit. C'est du bruit. C'est du bruit du marché. Et on ne peut pas juger quelqu'un sur base de bruit, de ce que l'on a entendu. Et donc, le harcèlement sexuel se situerait à quel niveau? Mais quand même, l'autre grief, c'est atteinte aux mœurs. On a aussi parlé de ça. Oui, atteinte aux mœurs. Oui. Mais la loi parle de l'atteinte aux mœurs lorsque l'auteur incite les enfants mineurs. Lorsque l'auteur incite les enfants mineurs. Dans l'espèce, on n'a pas montré le pasteur en train d'inciter les enfants mineurs à la débauche. D'ailleurs, le débat a eu lieu sur l'élément visuel qui nous a été présenté. Parce que la voix qu'on entend, ce n'est pas la voix du pasteur Kassamba Kana, qui prêchait en français. Nous avons entendu les sons du traducteur qui lui parlait en lingala, qui a parlé de Mibu Zominamwa. Ce qui veut dire quoi en français? Mais j'ai demandé pour qu'on m'explique, parce que moi, je ne connais pas comment on compte en lingala de 1 à 10. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on peut prendre ces propos-là, les coller au prédicateur? Pourquoi on ne peut pas coller? Parce que une traduction peut être faussée. Elle peut être faussée. Et vous savez, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, oui, on peut prendre votre image et vous coller un son. Hein? C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable parce qu'il s'agit d'une vidéo, d'une petite durée, d'1 minute, dont on tire les propos de son contexte, et donc ça devient un prétexte. Cette prédication a daté de quand? On aurait dû nous présenter toute la vidéo de la prédication. Voilà, en telle date, le pasteur est sorti devant la chaire, il s'est adressé à ses adeptes enfants, pas majeurs. Parce qu'avec les majeurs, on peut parler des conditions de mariage. Mais on ne nous a pas montré qu'il était devant les enfants mineurs. Ça n'a pas été démontré, au-delà du fait qu'il n'a jamais dit ça. Alors, quelle est maintenant, maître, la conséquence juridique de ce qu'on avait entendu dans cette affaire, le fait de dire que le père avait donné sa fille? Et ça a une conséquence? Non, ça n'a pas de conséquence. En tout état de cause. Oui. Quand on épouse la fille, on l'épouse quand même entre les mains de quelqu'un. On donne quand même. Et ce quelqu'un-là est père, oui, tuteur, c'est celui qui a l'autorité parentale sur la fille. Et le parent donne toujours sa fille en mariage. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Dans tous les cas, le parent donne sa fille en mariage lorsqu'il accepte la remise de la dot. Alors, ce n'est pas un problème lorsqu'un père dit « j'ai donné ma fille en mariage ». Mais on a voulu se cramponner sur un concept donné cadeau. Oui. Mais j'ai démontré lors de plaidoirie qu'on ne peut pas, la personne humaine n'est pas dans les commerces. On ne peut pas donner
Zantoto cadeau. Ce n'est pas une marchandise, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit cadeau, c'est-à-dire que le père de la fille s'est porté garant pour prendre en charge la dot vis-à-vis des créanciers de la dot qui devaient la consommer. C'est ça qui a été cadeau. Et donc, on ne peut pas s'accrocher à ce concept pour dire qu'il a été donné en cadeau. La personne humaine est une personne hors commerce, ne peut pas faire l'objet de la donation. Pas faire l'objet de la donation. Alors, quelle est la position de la fille elle-même dans cette affaire? Nous avons demandé au tribunal de faire comparaître cette fille et de l'entendre. Cette demande ne nous a pas été accordée. Donc, mais elle-même, elle était présente au procès. Et elle dit qu'elle a consenti, que personne ne l'a forcé, qu'elle a parlé avec ses parents, son père et sa mère. Les deux parents, père et mère, ont été entendus par le parquet. La mère a confirmé que sa fille est majeure, qu'elle l'a accompagnée dans cette affaire. Le père a confirmé que sa fille est majeure, tel qu'il l'avait présenté. Certains membres de la famille aussi? Certains membres de la famille sont venus. La famille de la maman, par exemple? Oui. Là, sont-elles d'accord? Ils sont d'accord. Parce que comme vous le savez, dans la tradition Congo, c'est la famille de la mère qui perçoit la dot. Oui. Et donc la mère était là. Le chef de famille était présent. Et donc, aucun refus des parts et d'autres? Aucune opposition. Aucune opposition. Alors, maître, alors là, on se poserait maintenant la question de savoir, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une main noire derrière cette affaire? Oui, la main noire, c'est l'Isadel qui est commanditée. Parce que quand vous regardez l'Isadel, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce procès? L'Isadel a été plaignant et dénonciateur au parquet. Est-ce que l'Isadel n'est pas aussi utilisé? C'est comme ça que je dis qu'il est commandité. Oui. Il y a un commanditaire. Il y a un commanditaire qui est dans l'ombre. Et qui veut faire mal. Qui veut faire mal. Qui veut faire mal parce que on a aussi entendu dire, je ne sais d'où ça venait, nous avons entendu subitement dans les procès, l'Isadel demandait la fermeture de l'église primitive. Pour quelle raison? Dont il est le seul à connaître. Fermeture de l'église primitive? Voilà. Alors dans ce cas, le problème se situerait ailleurs? Le problème se situerait ailleurs. Il y a une main noire. Je l'ai dit lors du procès, que les filmages du procès seraient une bonne manière de rendre compte à ce commanditaire qui est caché quelque part dans l'ombre. Et heureusement, et je crois que ce commanditaire en a eu pour son compte parce qu'il a vu que tout ce qu'on lui a raconté n'était pas vrai. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Dernière question. Quel est le concept... Non. Croyez-vous en la justice par rapport à cette affaire? Parce qu'on sait quand même que l'appareil judiciaire congolais pose problème. Mais est-ce que vous avez foi à la justice? Au regard des éléments que vous avez présentés. Je crois fermement en la maturité de nos juges. Ce ne sont pas des garçons, des filles, des hommes et des femmes qui peuvent obéir à n'importe quel dictat. Ils ont prêté serment pour faire ce travail et le faire en âme et conscience, au vu des éléments que nous avons administrés devant eux. Quels éléments nous ont été fournis par le parquet, que nous avons présentés. Et donc, nous avons de bonnes raisons de croire en une bonne administration de la justice. Moi, je crois fermement
en la bonne justice. Je crois en ces juges qui sont des juges aguerris, qui ne peuvent pas aussi, comme ça, pour n'importe quoi, mettre leur carrière en jeu. Parce que le juge, il nous juge tous, mais il encourt aussi sa responsabilité lorsque il n'a pas bien jugé. Alors, cette caméra, cet espace vous est donné pour donner un dernier mot, fournir un dernier mot avant de terminer cette émission. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose sur le cœur que vous pourriez partager à des milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde? Oui, ce que je peux dire est que notre justice doit s'élever au niveau où est la partie poursuivie et celle qui poursuit, c'est-à-dire l'officier du ministère public, et la partie civile qui est venue se greffer à un procès public, que tous nous puissions croire au droit. Et lorsque le droit est développé, tous nous devons nous incliner devant la loi et devant les preuves irréfutables sur la majorité de la personne et arriver à dire qu'il n'y a jamais eu infraction et relaxer les personnes injustement détenues jusqu'à ce jour. Voilà. Merci beaucoup, maître. Voilà, cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Donc, notre invité aujourd'hui, l'avocat du pasteur Pierre Cass Kassambakana de l'église primitive, est venu répondre à cette question. Est-ce que finalement le pasteur Cass s'est marié, a épousé une fille mineure? Éléments de réponse ont été donnés. Est-ce que la fille Meda a été forcée à épouser le pasteur Pierre Cass? Non, on ne peut pas parler de mariage forcé parce que la fille avait déjà atteint sa majorité. Le viol, l'idée ou l'hypothèse est écartée parce que la fille est passée par un examen concluant qui a montré qu'elle est encore vierge. Merci, maître, d'être venu. Je rappelle que vous êtes avocat du pasteur Pierre Cass, maître Prince Octave Lutumba, voilà. Vous êtes professeur ordinaire à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Absolument. Et ancien chef de département de droit privé et judiciaire dans cette même université. Merci d'être venu et de répondre à quelques-unes de nos questions. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir reçu sur votre plateau et vous avez donné la voix à ceux qui n'en ont pas. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt et avec le même plaisir. Merci. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Chopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC.